Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci à vous. On est ravis de vous rencontrer de nouveau. Vous étiez déjà venu il y a un an. Vous êtes venu ici avec un nouveau livre, donc Bérésina, qui est une espèce de cavalcade folle sur un sidecar oural à la suite des fantômes des soldats tombés à la retraite de Russie. Première question quasi évidente, comment allez-vous? Écoutez, merci, ça va bien. J'ai vécu un moment où précisément on ne me posait pas cette question parce qu'on pensait que je pourrais pas y répondre. Mais depuis, tout s'est arrangé, ça va très bien. J'ai eu un petit pépin de santé il y a quelques mois et je suis maintenant en train de recouvrer à peu près mes forces, voilà, ma forme. Je continue à craindre un peu la lumière et c'est pour ça que je porte ces lunettes et cette casquette. Je suis tout à fait désolé, mais ça me protège un peu de l'éblouissement. Très bien. Vous avez dit d'ailleurs à la suite de cet accident que vous calmeriez peut-être votre fougue quand vous connaissiez bien. Est-ce que vous pouvez dire que ça vous a assagi quelque part? Vous savez, je ne sais pas très bien si ce qu'on dit correspond vraiment à ce qu'on fera. C'est d'ailleurs tout le problème de l'existence, quoi. Il y a un moment où on dit des choses parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut dire. Alors oui, c'est vrai que il se trouve que je suis tombé, j'étais cassé un petit peu en mille morceaux. Alors je me suis dit, il va falloir que je me calme. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que dira l'avenir. Il se trouve en revanche que euh, je suis arrivé à un moment où j'ai vécu un accident et que si on n'essaye pas de faire cet accident l'occasion d'une métamorphose, on ajoute euh, à la somme de souffrance que l'on peut ressentir quelque chose qui ressemble à une absurdité. Donc j'ai essayé de transformer cette petite chute, cette adversité, en quelque chose qui allait me permettre d'inventer une autre méthode d'existence. D'autant que j'ai été contraint, puisque je suis pas tout à fait dans l'état physique qui était celui où vous m'avez reçu. D'ailleurs, il y a un an, j'allais beaucoup mieux. Vous dites, c'est il y a un an, moi j'ai l'impression que c'était il y a 100 ans. Euh, et du coup, bah, il va falloir que j'invente une manière de vivre ce que j'aime, c'est-à-dire une vie de voyage, d'exploration et d'action, mais à un rythme qui sera peut-être un peu ralenti, puis avec un degré d'intensité qui sera peut-être un peu moindre. Voilà, de temps en temps, nous sommes déterminés par notre état général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu l'idée de ce voyage et même généralement comment vous viennent l'idée de vos voyages? Et j'ai souvent remarqué au cours de ma vie, et sans doute ceux qui voyagent et qui sont ici connaissent très bien ce principe, c'est qu'on rêve des voyages au cours de précédentes expéditions. C'est-à-dire que vous êtes... Et en général, on rêve de voyages dans des endroits qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire que vous êtes dans le désert du Sahara et vous rêvez des fjords écossais. Alors au contraire, vous êtes sous la pluie à Londres, ce qui est un pléonasme, alors que, et tout d'un coup, vous vous mettez à rêver d'endroits très secs. Alors là, nous étions dans Terre de Baffin et je ne sais pas pourquoi, je rêvais des immensités tout à fait planes de la Russie. Et il se trouve que nous étions en 2012. En 2012, ceux qui s'en souviennent, nous ne fêtions pas, nous commémorions le bicentenaire de la campagne de Russie, la campagne napoléonienne qui a précipité la chute de l'empereur. Moi, je n'ai jamais été ni un nostalgique de l'Empire, ni un être fasciné par l'épisode napoléonien, mais il se trouve que ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est le caractère sacrificiel de cette armée qui est allée au désastre en quelques mois et qui a offert à l'histoire des hommes un des épisodes les plus tourmentés d'une marche. Ça a été véritablement un cataclysme, une apocalypse, avec un degré de souffrance qui avait été rarement atteint par une collectivité dans l'histoire humaine. Après, on s'est beaucoup rattrapé. Il y a eu le XXe siècle qui est passé par-dessus, qui est passé sur l'histoire et qui a permis beaucoup de contribuer à cette lacune que l'humanité avait vécue en termes de souffrance. Et moi, j'étais très perplexe en 2012 par la relative indifférence dans laquelle notre nation tenait cet épisode historique. Il n'y avait pas beaucoup de commémoration. Alors que pourtant, vous l'aurez remarqué, la commémoration est devenue une espèce de maladie mentale de notre époque. Dès qu'il y a les 200 ans de l'éternuement d'un écrivain, on fait une célébration. Enfin, c'est d'ailleurs une technique que les marchands du temple ont réussi à trouver pour nous fourguer leur camelote. Alors, on fait toutes sortes des tas de commémorations.
Et là, la commémoration de la campagne de Russie, tout le monde s'en fichait un peu. Et je trouvais qu'il y avait une manière d'essayer de contourner cette indifférence générale en essayant de refaire un voyage dans lequel on se mettrait en pensée bien entendu, dans l'itinéraire, dans les pas de ces grognards qui avaient vécu ce qu'ils avaient vécu. Alors on a décidé avec un camarade qui s'appelle Cédric Gras, qui est un géographe, qui est en ce moment en poste en Ukraine, j'allais dire en Russie, Et dont faut pas le faire dernier d'amalgame. ouvrage est Alors juste lui, ici. oui, voilà, et qui a écrit un très beau livre, La L'hiver aux trousses, qui est un voyageur, géographe, écrivain, et puis un autre camarade qui s'appelait Thomas Gouas, qui était un photographe, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui vit toujours, et puis deux amis russes, Vitali et Vassili. Nous sommes partis à 5 de Moscou jusqu'à Paris, dans les pas de la grande retraite, et je précise, ce sera ma conclusion, que voyager dans les pas de la retraite de Russie, ça n'est pas très difficile, parce que l'épopée napoléonienne a été énormément documentée. Il est sorti quasiment un livre tous les jours depuis la mort de Napoléon, si bien que tous les parcours militaires, expéditionnaires de Napoléon ont été extrêmement documentés. On réussi à trouver un tombereau de livres, de documents et de témoignages et de récits sur sur chacun des épisodes des grandes campagnes napoléoniennes. Alors là, nous avions les livres du sergent Bourgogne, les livres de La Baume et les mémoires du général de Caulaincourt qui nous permettaient de trouver chaque jour notre itinéraire. Nous faisions donc un double voyage, l'un qui était accompli sur les routes de Moscou à Paris et l'autre qui était un voyage de la mémoire où nous essayions de ressusciter les fantômes. Justement, je voulais vous lancer sur le sergent Bourgogne et Caulaincourt et sur ses compagnons de voyage, justement, que si vous pouviez nous parler de vos lectures, ce que vous en avez retiré. Ben, en deux mots, d'ailleurs, ce sont des livres que j'imagine qu'on peut trouver ici. Voilà, les mémoires du sergent Bourgogne qui ont été republiés c'est Alia, non, je crois. Arléa. Arléa, c'est ça, c'est Arléa. Alors, les mémoires du sergent Bourgogne et les mémoires de Caulaincourt sont intéressantes à lire toutes les deux en attelage combiné, pour une très simple raison, c'est que l'une de ces mémoires émane d'un homme quasiment du rang, un sergent Bourgogne, qui offre un regard sur les choses très simple, presque naïf, au plus près de la route, au plus près de la réalité. C'est un homme simple, Bourgogne. Et pourtant, il décrit les choses avec une espèce de truculence, une naïveté, mais qui est traversée parfois d'éclairs. Vraiment, moi, je trouve de génie. Ce sont les mémoires de Bourgogne. Ce sont les plus attachantes. Ce sont celles qui transpirent le plus de sentiments simples. Et puis, il y a les mémoires du général de Caulaincourt qui sont beaucoup plus complexes. C'est une vision beaucoup plus stratégique. Euh, Caulaincourt était l'ambassadeur à la cour d'Alexandre Ier, qui a beaucoup dissuadé Napoléon d'engager la campagne de Russie. Napoléon, lui, a cru qu'il suffirait d'apparaître devant les Russes avec son armada et son armée, et il pensait que Alexandre Ier serait terrifié à la simple apparition des troupes françaises. Et en cela, il a d'ailleurs un peu préfiguré le principe de la guerre froide, selon lequel il suffit de déployer ses armes pour que l'adversaire, tout à coup, se replie, et il a eu tort. Et Caulaincourt offre dans ses mémoires, les mémoires du général de Caulaincourt, une explication beaucoup plus fine, beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique que celle de Bourgogne. Alors, évidemment, on perd en authenticité et en littérature, finalement, ce qu'on gagne en esprit de sérieux. Et les mémoires de Caulaincourt, ils s'ajoutent à l'intérêt que l'on peut porter à la lecture dans la documentation de la campagne de Russie. Il s'ajoute l'extraordinaire épisode que Caulaincourt a vécu avec Napoléon, puisque au passage de la Bérésina, Napoléon a décidé de foutre le camp, de rentrer à Paris à toute vitesse, de laisser son armée en plan avant Vilnius, et il est rentré en 15 jours dans un traîneau accompagné du général de Caulaincourt à toute vitesse. Ils ont mis 15 jours pour aller de la Biélorussie à Paris, ce qui est tout de même assez rapide, compte tenu du fait qu'ils étaient dans un traîneau tiré par des chevaux. Ils ont traversé le duché de Pologne et un morceau de la Prusse, et puis là, ils sont revenus par l'est de la France à toute vitesse. Et Napoléon, probablement secoué par tous les malheurs qu'il avait vécus pendant cette campagne, et probablement bercé par le lent ébranlement du traîneau, s'est mis à parler. Pendant 15 jours, il s'est confié à Caulaincourt, qui prenait des notes à toute vitesse sous la pelisse d'ours. Il écrivait, et c'était une sorte de psychanalyse. Napoléon s'est confié. Et nous avons là un texte qui s'appelle En traîneau avec l'empereur, et qui correspond probablement à l'une des plus extraordinaires phénomènes de confession d'un souverain.
On n'a jamais eu un texte comme ça qui représente 15 jours de confidence tenue par un souverain à son écuyer. Et quelque chose qui est presque proche de la séance de psychanalyse. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, car on en connaît davantage sur Napoléon au cours de ces 15 jours de confidence que ne peuvent nous en dire des sommes de traités de spécialistes. Et d'ailleurs, enfin, c'est assez glaçant, d'ailleurs, les confidences de Napoléon sur rapport à ses soldats, à l'humanité qui l'avait moyennement, on va dire. Enfin, je sais pas comment. Je suis un peu maladroit, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est-à-dire que je pense que ce qui vous a frappé à la lecture de ces mémoires, c'est qu'on a l'impression que Napoléon n'intègre jamais la dimension du désastre qu'il vient de subir. Soit qu'il ne s'en rende pas compte, soit que pour lui, un désastre, bah, c'est un épisode anecdotique, 400 000 morts, qu'est-ce que vous voulez, quand vous essayez de recomposer la carte du monde, il faut bien qu'il y ait de la casse. Alors, voilà, il y a eu l'anéantissement absolu de l'armée, mais c'est pas ça qui l'empêchera de continuer sa route, sa course de météore. Euh, Comme si chez Napoléon, il y avait cette idée qu'on a retrouvée beaucoup, d'ailleurs ensuite dans l'esprit mal formé, d'ailleurs d'un certain nombre de dirigeants politiques, comme si il y avait une sorte de d'interdiction chez ces êtres de penser que le principe de réalité gouvernait le monde. Il a l'impression finalement que c'est son rêve, son énergie, sa volonté, ce qu'on appelait autrefois son génie propre, qui allait finalement faire plier la réalité à la forme de son désir. Je voulais vous faire parler aussi d'un personnage essentiel de ce bouquin, c'est les sidecars Oural. Votre passion pour cette machine et sa dimension quasiment de personnage. Oui, alors moi j'adore les sidecars. D'ailleurs, je préfère le mot motocyclette à panier adjacent parce que c'est un mot français. Et puis je trouve que ça ressemble plus, finalement, il y a dans le mot contenu ce qu'est la chose. C'est-à-dire quelque chose d'un peu baroque, d'un peu bizarre, d'un peu bricolé. On ne sait pas très bien quand on est à bord d'un sidecar si on n'est pas un peu à bord d'un bateau en train de barrer une barque. Vous avez vu ces sidecars dans un certain nombre de films, dans les Aristochats notamment, ou bien dans La Grande Vadrouille, quoi. C'est les sidecars que les plans de ces sidecars avaient été volés par les soviétiques dans les années 30 à l'armée allemande. Ils sont toujours reproduits à l'identique aujourd'hui. Et ce sont des machines qui vous donnent la possibilité de traverser la Russie lentement et en sentant le climat. Et nous, ce qu'on voulait quand on était à bord de ces sidecars, ce n'est évidemment pas de se mettre dans les conditions des grognards de l'Empire, parce que d'abord, je ne serais pas là pour le dire, ils sont tous morts, et ensuite, parce que c'était très relatif, les petits désagréments qu'on éprouvait étaient très relatifs par rapport aux souffrances que vivaient ces grognards. Mais on avait tout de même le sentiment de comprendre ce qu'était le froid et l'hiver chaque jour quand on était à bord de ces machines. Et moi, j'aime énormément ces sidecars parce que je suis pas un partisan, moi, vous savez, de la soumission de l'homme à la loi de la mécanique et de la technique, d'ailleurs, en général. Et j'aime bien le sidecar parce que le sidecar a sa vie propre, ça marche pas très bien. On sait jamais très bien quand ça démarre. Une fois que ça a démarré, on sait jamais très bien quand ça va s'arrêter. Les motos ont leur vie propre. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit un jour un Russe à qui je voulais acheter une moto. J'avais essayé la moto avant de l'acheter, et puis je suis revenu en disant, écoutez, il y a quand même un problème, c'est que le frein ne marche pas et le réservoir fuit. Et le type m'a répondu en manière d'excuse, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez, chaque moto a leur vie propre. Voilà, c'était l'argumentation de ce Russe. Personne n'est parfait. Oui, c'est ça, personne n'est parfait et nulle chose n'est parfaite. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce il y a finalement dans ces machines l'aveu que la technique ne règne pas en maître, quoi, et qu'il y a une dimension tout à fait irrationnelle, presque de pensée magique, qui vous étreint lorsque vous êtes à bord d'une machine. En plus, moi, je suis très piètre mécanicien, je comprends jamais rien à rien, et j'ai l'impression que la machine non plus. Je voulais vous interroger aussi sur la fin du livre. On a l'impression, enfin j'ai eu l'impression, quand vous revenez chez nous, en fait, au fur et à mesure, les stigmates du monde moderne vous déçoivent. En tout cas, c'est une sorte d'impression qu'on ressent. Et je voulais mettre ça en parallèle aussi avec votre sentiment vis-à-vis de l'écologie et de l'écologie radicale que vous avez confié quelquefois sur le paysage, la défiguration du paysage. Oui, mais c'est une question compliquée parce que vous me parlez de ma espèce une forme de déception à l'égard du monde moderne. D'abord, c'est quelque chose de très banal.
C'est même probablement la chose la plus banale qui est éprouvée par l'homme. Je suis même persuadé que le premier type qui, au moment du paléolithique, du Magdalénien, est tombé sur les grottes de Lascaux, il a dû être déçu en se disant: «Oh là là, mon Dieu, c'est ça qu'on peint aujourd'hui, c'était bien mieux du temps de ma grand-mère». Il y a 30 000 ans, il devait déjà y avoir des nostalgiques de l'époque d'avant. C'est une très, très vieille idée ça, que c'était mieux du temps de notre grand-mère. Hem, mais je vois pas très bien comment le tournant qu'est en train aujourd'hui de prendre, de prendre les sociétés, les tournants que sont en train de prendre les sociétés peuvent nous enthousiasmer. Enfin, il y a des gens qui s'enthousiasment d'ailleurs, qui trouvent que cette espèce de soumission de l'homme, de la pensée, et du réel aux nouvelles technologies est une panacée et un bienfait. Moi, je trouve pas. Je trouve pas que la je trouve pas que l'espèce humaine se soit améliorée depuis que nous avons décidé de tirer un écran permanent entre nous et le réel. Je me trompe sûrement. C'est probablement parce que je suis un vieux con, mais c'est sûr, mais il se trouve que ça ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas tout à fait utile de recourir à un GPS plutôt qu'à une carte, de recourir à une liseuse plutôt qu'à un livre et de recourir, à un mail plutôt qu'à une conversation. Alors en cela, j'appartiens à un monde préhistorique qui est en train de mourir et qui est peuplé de mammouths qui sont en train de s'engloutir dans les mangroves de la nostalgie passéiste. Mais voilà, c'est mon sentiment. Alors après, vous me parlez de l'écologie radicale. Bon, ce livre, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec ça. J'ai déjà transmis dans un certain nombre d'écrits, de manière très modeste, comme ça, oui, évidemment, un autre sentiment de tristesse, de mélancolie à l'égard du ravage qui est opéré en ce moment sur notre planète. Enfin, encore une fois, là, je suis en train de dérouler des idées très ordinaires, très banales. Il y en a qui le disent bien mieux que moi. La seule chose que j'ai remarqué et que je me suis de temps en temps aventuré à dire au cours de dans quelques textes que j'ai écrits, c'est que bizarrement, les tenants de cette critique, de la modernité, à l'égard des ravages qu'elle infligeait à la nature, oublient souvent de d'intégrer à leur, constat l'extraordinaire, tension démographique qui caractérise notre époque, quoi. Nous sommes 7,5 milliards, nous allons être 9 milliards dans une vingtaine d'années et il me semble qu'il y a là une sorte de trop-plein démographique. Alors c'est évidemment un sujet qui est très sensible, c'est très difficile de parler de ça car, nous sommes là en train d'atteindre quelque chose qui est qui ressemble au fond à un droit absolument intangible qui est celui de se reproduire. Mais moi, je suis tout à fait étonné, de la manière dont on occulte absolument, dont on s'affranchit de cette donnée, qui est la donnée de la surtension, de la suraccumulation démographique sur cette planète et qui me semble ne pas être la cause première, mais être une cause importante de ce que nous appelons, la grande rupture, écologique. Est-ce que vous avez un nouveau projet qui traîne dans votre tête? Écoutez, pour l'instant, je suis pas encore à l'époque des projets parce que là, je me relève tout juste. Je suis sorti de l'hôpital il y a 2 mois. Je suis en train de me livrer à une reconstruction de moi-même. Je suis dans plein chantier. Pour l'instant, le gros œuvre est à peu près fini. J'en suis aux finitions, quoi. J'ai pas fini avec le plâtre, avec les enduits. Je suis en train de continuer à mes nerfs repoussent. Ça ira mieux probablement dans 1 an. Je serai capable de repartir sur les routes. Il faut pour l'instant que j'attende un peu. Alors, l'académie de médecine, m'a évidemment beaucoup, incité à faire du sport et je devais faire du dénivelé. Alors au lieu d'aller dans une salle de sport avec des machines comme ça, je me suis dit que tous les jours, j'allais monter en haut de Notre-Dame par les escaliers, la tour nord, la traversée, puis la descente par la tour sud, de manière tout à fait légale, hein. Il suffit d'acheter un ticket et puis on monte par les escaliers, enfin, c'est tout à fait formidable. Et donc je fais ça tous les jours, je monte là-haut, c'est l'élévation du corps dans le mystère gothique, et ça m'aide beaucoup parce que il y a quelque chose de symbolique. J'ai l'impression de faire un vrai voyage. Et puis pour moi, j'ai quand même la condition physique à peu près d'un sénateur, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, le simple fait de monter en haut de ces tours est déjà un exercice physique. Donc vous voyez, pour l'instant, j'en suis là. Je n'ai pas encore de projet de voyage. Mon seul projet est de réussir à pouvoir à nouveau en former.
Une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous conseiller quelques récits de voyage? Ah oui, alors ça, oui, je peux vous conseiller quelques récits de voyage. Mais alors lesquels enfin, de quel voyage s'agit-il? Si c'est un voyage, par exemple, un livre que j'ai lu récemment et qui m'a littéralement transporté hors de l'endroit où je me trouvais, qui était un hôpital, et qui m'a hanté. Et finalement, c'est un récit de voyage, bien que ça n'y ressemble pas. C'est la puissance et la gloire de Graham Greene, qui est l'histoire de ce curé qui a un jour commis une faute et qui essaye de la réparer et qui erre dans un Mexique en feu, un Mexique qui a basculé politiquement et qui est donc qui a été ravalé au rang des parias et qui va essayer de chercher la rédemption tout au long de sa lente dérive dans les jungles de ce Mexique. C'est un livre qui est extrêmement puissant, qui est très noir, et qui est au fond un voyage intérieur, mais qui s'inscrit dans un itinéraire géographique. Il y a un autre livre qui me plaît beaucoup et qui parle d'une région qui est à la fois une région mentale, culturelle et géographique. Cette région, c'est la Mitteleuropa. C'est une région dont la culture nous a beaucoup nourris, euh, avec des influences slaves, allemandes, autrichiennes, balkaniques. Euh, et il y a un jeune garçon dans les années 30 qui a traversé à pied cette Mitteleuropa. Il est parti du littoral baltique et il est allé jusqu'à Istanbul. Il s'appelait Patrick Leigh-Fermor et son livre s'appelle Le temps des offrandes. C'est une extraordinaire traversée de ces territoires austro-hongrois, quoi, au temps de l'Autriche-Hongrie. Euh, il raconte d'ailleurs, vous savez, il y a la blague de cette vieille dame à qui un jour son petit enfant récemment là, lui dit Mamie, il y a ce soir un match Autriche-Hongrie. Et la vieille dame lui dit Ah bon, contre qui? Alors voilà, ce livre-là, c'était du temps de l'Autriche-Hongrie, c'est le temps des offrandes. C'est un très beau livre qui présente l'intérêt d'avoir été écrit 40 ou 50 ans après le voyage. C'est-à-dire que Patrick Leigh-Fermor a fait le voyage dans les années 30, il a perdu ses notes et il a réécrit son livre à partir de ses souvenirs, mais souvenirs qui sont passés au filtre de la maturation, puisqu'il a écrit ça 40 ans plus tard. Alors ça c'est un livre qui m'a énormément plu. Puis vous en voulez un troisième? Je sais pas, moi, attendez, je réfléchis. J'ai lu récemment en récit de voyage, hein, vous voulez dire un récit de voyage? Ce que vous voulez. Vous m'avez dit les récits de voyage. Un récit de voyage, il y a un très très joli récit. Alors je sais pas, ça n'intéressera peut-être pas l'ensemble de l'assistance qui se trouve ici, mais précisément, c'est un livre qui s'extrait de sa spécialisation. C'est un livre qui raconte l'éveil à la montagne et à l'alpinisme, notamment d'un jeune garçon très brillant, qui a été un très brillant grimpeur, et qui s'appelait Flemati. C'était un Italien qui est venu chassé par la misère avec sa mère dans les années 30. Il a passé l'école, il est arrivé enfant en France, puis il est devenu un des grands grimpeurs français, Flemati. Et il a raconté ses souvenirs dans une langue qui fait penser à celle du sergent Bourgogne d'ailleurs, une langue très simple, une langue où l'individu ne s'expose pas, une langue modeste, mais avec des aventures extraordinaires dans les plus difficiles parois des Alpes. Le livre s'appelle Flématissime et c'est une, si vous voulez, c'est Frison Roche, mais avec une dimension populaire, modeste et au ras du réel. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Voilà, c'est quelques indications comme ça, mais vraiment tout à fait au débeauté et par hasard, car je ne savais pas que vous alliez me demander de livrer quelques lectures. Enfin, en voilà trois. Entre Graham Greene, Patrick Leigh-Fermor et Flemati, on est vraiment dans trois axes tout à fait antipodiques les uns des autres. Merci Sylvain Tesson. Merci. Merci. Si quelqu'un a une question à poser, je vous passe le micro avant la séance de dédicace. Madame. Oui. Bonjour. Vous avez un peu abordé le sujet avec le Graham Greene, mais est-ce que vous pourriez nous dire, en dehors des récits de voyage, s'il y a 2 ou 3 bouquins qui vous ont vraiment fait du bien quand vous essayez de vous restructurer là où on sait que vous étiez, à l'hôpital? Oui, alors, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai que, alors voilà, en 2 mots, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je suis tombé, donc il a fallu que je reste pendant 4 ou 5 mois alité.
Alors, c'est assez long, surtout quand on a été habitué à ne pas trop rester allongé, ce qui était mon cas autrefois. Alors, il a fallu évidemment que je trouve un moyen de m'occuper. Et par bonheur, par une sorte de grâce, j'aime la lecture. Et j'ai remarqué d'ailleurs que mes voisins, finalement, de chambrée et d'hôpital, étaient beaucoup mieux lotis quand ils aimaient lire que quand ils n'aimaient pas lire. Et certains se mettent à la lecture, mais d'autres sont rétifs. Je comprends très bien, on peut ne pas aimer les livres, on n'est pas forcé d'aimer la lecture dans une existence. Mais du coup, ça crée évidemment des difficultés. Quand on reste allongé toute une journée et qu'on n'aime pas la conversation avec les livres, ou qu'elle est impossible, parce que parfois, neurologiquement, c'est pas possible de lire un livre. Même parfois, quand on est en pleine possession de ses moyens neurologiques, on a du mal à arriver à la fin d'un livre. Alors, vous vous rendez compte quand on n'est pas dans sa possession. Et puis, parfois, on est faible physiquement. Il y a des livres qui sont très lourds. Alors, il y a des styles épais, il y a des livres lourds, il y a des pensées pesantes, mais il y a des livres qui sont physiquement lourds. Moi, j'ai commencé cet alitement par la lecture du Royaume d'Emmanuel Carrère, que j'ai énormément aimé, parce que Carrère est un écrivain que j'apprécie par-dessus tout. Mais ce livre était lourd physiquement. Il pesait je sais pas combien, moi, 1,2 kg. Alors, j'en pouvais plus. Pour moi, c'était l'Himalaya de le lire. J'aurais préféré finalement lire une pensée lourde ou une pensée pesante, mais exprimée en des termes plus courts. Par exemple, ça aurait été plus facile pour moi à ce moment-là de lire les aphorismes de Sioran, mais peut-être que ça m'aurait donné l'envie de mourir. Alors, vous voyez, c'est compliqué quand même la lecture à l'hôpital. Alors, puisque vous posez des questions précises, qui est quels sont les livres qui m'ont emporté, qui m'ont permis de restructurer, avez-vous dit. Alors, je crois que au début, je n'ai pas cherché la restructuration, j'ai cherché l'évasion, c'est-à-dire quelque chose qui allait me permettre tout à coup de partir par l'esprit de cet environnement qui est assez triste, qui est assez neurasthénique, qui est celui de l'hôpital. Alors, il y a eu un livre très beau qui m'a beaucoup aidé à divaguer et qui est le roman de... non, c'est pas un roman d'ailleurs, qui est l'autobiographie, enfin les mémoires plus exactement, de Paul Venn. Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas. Un livre, d'abord le titre est très beau, le livre vient de sortir. Paul Venn, et vous savez, cet historien de la Rome antique, qui a beaucoup travaillé sur les mythes grecs également, et qui a été un commentateur d'un certain nombre d'auteurs de l'époque stoïcienne, par exemple, ou de la fin de la République. Et j'ai trouvé son livre superbe parce que c'était un livre qui chantait l'amitié, la vie dans les montagnes, la vie proche de la nature et la vie dans les livres. Alors voilà, Paul Venn. Après, il y a eu un livre de philosophie qui m'a fait du bien quand j'étais un peu mieux, qui est le livre de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury est une jeune philosophe métaphysicienne, dont la lecture d'ailleurs est un effort, coûte une attention très forte, parce que moi je n'ai aucune arme, j'ai pas de profondeur cérébrale, j'ai pas beaucoup de culture philosophique, donc il a fallu que je m'accroche. C'était d'ailleurs un exercice de rééducation intérieure, et elle a écrit un livre sur le thème de l'accident, qui s'appelle Precium Doloris, le prix de la douleur, ou l'accident comme souci de soi. C'est le sous-titre de ce livre, c'est chez Pauvert, on le trouve encore. Et ce livre m'a donné de l'alimentation pour essayer de me renforcer, hein, ce que vous appelez me restructurer, me renforcer intérieurement, parce qu'il précise, ce livre, que précisément, soit devant l'accident, soit on peut être dans la colère de l'absurdité de ce qui vient de vous arriver, soit on peut être dans une espèce de fatalité et de résignation, soit on peut essayer de se dire que cet accident va être justement l'occasion d'essayer d'opérer une sorte de connaissance de soi-même, de retour sur soi, et probablement de métamorphose. Alors, c'est une idée d'ailleurs qui est assez banale, mais que Cynthia Fleury a magnifiquement formulé en s'appuyant sur un certain nombre d'écrits philosophiques et sa propre réflexion dans ce livre. Alors voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis sinon, je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale à l'hôpital, qui est d'essayer précisément de s'évader par l'imagination, de s'enfuir loin de cet univers du malheur, quoi, et de la souffrance. Alors, j'aurais aimé, moi, j'ai lu les Cosaques de Tolstoï. Voilà, on ne peut pas trouver plus loin de l'atmosphère de l'hôpital que ce roman de Tolstoï qui s'appelle Les Cosaques, qui était une nouvelle d'ailleurs. C'était au temps où les gens lisaient, donc les nouvelles faisaient 300 pages à l'époque. Alors ça s'appelle Les Cosaques de Tolstoï. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui devient Junker, c'est un corps d'officier de l'armée tsariste dans les contreforts du Caucase, et qui découvre avec stupéfaction, puisqu'il est moscovite, il découvre le mode de vie de ces Russes, qui est un mode de vie de vieux croyants orthodoxes, mais matiné de pratiques orientales qui viennent des populations du Caucase. Et c'est une extraordinaire leçon d'ailleurs de journalisme que nous donne Tolstoï, puisque c'est une description
de la vie des Cosaques qui est extrêmement précise. Tolstoï l'a réalisé au cours d'un certain nombre de séjours qu'il a fait là-bas. C'est un document ethnologique extraordinaire. Et vous êtes confronté à cette espèce de vie à la fois rurale et martiale de ces Cosaques. Alors quand vous lisez ça et que vous lisez ces parties de chasse, de guerroiement dans les contreforts du Caucase, il est évident que votre esprit part caracoler. Et c'est ça qu'on demande aussi à la littérature. Mais moi, la littérature qui me replie en moi-même et à laquelle on s'identifie, vous savez, c'est ce nouveau mot à la mode, puisque l'individu est devenu aujourd'hui le Dieu suprême, puisqu'on a décidé que nous étions nous-mêmes le plus important et que nous pouvions traverser une existence sans jamais nous référer à quoi que ce soit qui nous ait précédé. C'est un peu la nouvelle injonction de la publicité aujourd'hui. Enfin voilà, l'individu. Alors à ce moment-là, on demande à la littérature de nous donner de quoi nous identifier. Mais précisément, on ne s'identifie pas aux Cosaques de Tolstoï. Et c'est en ça que la littérature accomplit son œuvre d'alchimie merveilleuse, c'est qu'elle vous entraîne dans des parages qui sont hors de vous-même. Et lorsque vous êtes alité, ben ça vous restructure et ça vous renforce. Voilà, je pourrais vous dire d'autres, j'en sais rien. Moi aussi, j'ai lu la poésie de François Villon. Elle vient d'être publiée en intégralité en Pléiade. Et c'est là où on se rend compte que Villon était une espèce de néo, de pré-punk, quoi. C'était une sorte de punk de l'époque qui était complètement électrique, qui était dans une rébellion totale de l'esprit par le mot. Et quand on lit sa poésie, alors évidemment, on connaît la balade des pendus, la balade des dames du temps jadis, il y a comme ça quelques poèmes qui nous ont imprégnés culturellement, mais moi j'en ai découvert une flopée d'autres qui m'ont littéralement électrisé et qui étaient aussi importants pour moi que les médicaments. Est-ce que je peux poser une dernière question? Pardon. Qu'est-ce que vous croyez que vous auriez aimé faire comme métier si l'écriture vous avait pas permis de voyager et de vivre vos voyages? Très précisément, je vous répondrais que moi j'aurais aimé être guide de haute montagne. Et alors là, j'ai vraiment raté. Hein. J'aurais sans doute été un très mauvais guide, mais ça m'aurait plu. Je trouve que c'est un métier superbe parce que c'est un métier qui associe à la fois la connaissance profonde du terrain, l'intelligence du terrain. Quand vous voyez les guides qui vous parlent de la neige, du rocher, la lecture. D'ailleurs, on appelle ça la lecture des voies. Quand on fait de la grimpette, on regarde une paroi et on lit la voie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lecture. Ça associe cette intelligence du terrain avec un, un amour profond pour l'action et pour la bénédiction de l'action. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux chez le guide qui emmène son compagnon de cordée dans la montagne, c'est qu'il sait que pour le compagnon de cordée, l'ascension sera un bénéfice intérieur, sera une bénédiction, sera une illumination. Alors ça, c'est ça que j'aurais aimé faire, mais malheureusement, moi, j'avais pas le niveau. Puis je suis très amateur de toutes choses. Moi, j'ai essayé de faire un peu tout de manière assez médiocre. Alors voilà, bon, je me suis dit, je vais raconter finalement ce que j'ai vécu. Et puis c'est devenu un métier. Quelqu'un d'autre? Une question? Non? Un autre? Il va falloir que j'arrête, sinon on est là jusqu'à ce soir. Vous avez manifestement une fascination pour la Russie, Sylvain Tesson. Ça, vous pouvez nous dire d'où ça vient? Et bon, on a lu des interviews de vous où vous émettiez aussi quelques défenses d'hommes politiques russes, notamment Poutine. Vous aviez votre raisonnement, vos arguments. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient la fascination pour la Russie? Ou est-ce que ce sont les grands espaces ou est-ce qu'il y a d'autres choses? La culture des Russes, peut-être? Alors, je vais répondre à votre question en précisant que je ne me suis jamais livré, absolument. D'abord, franchement, il n'a pas besoin de moi. Oui, j'en ai parlé, mais je me suis jamais livré, vous venez de le dire, je me suis jamais livré à la défense de Vladimir Poutine. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens parce qu'encore une fois, en quoi a-t-il besoin de la défense d'un misérable anonyme français qui, tout d'un coup, se mettrait à prendre la défense d'un président qui, entre nous soit dit, n'est pas menacé. Je n'ai jamais pris la défense du président Poutine. Non, je me suis simplement permis parfois d'exprimer que ça devait être d'ailleurs avant le début de l'année, c'est-à-dire à la fin de l'année 2014, je me suis permis de dire qu'il me semblait étonnant, compte tenu que l'État islamique était en train de se répandre, notamment dans la zone du Kurdistan syrien. C'était le moment où l'affaire de Kobané, la ville que les Kurdes viennent de reprendre,
était soumise au début de son siège, et c'était un moment où les dirigeants européens, visiblement, ciblaient leurs critiques et déployaient leur énergie à stigmatiser les affaires politiques étrangères en Russie. Et je me suis simplement permis de dire que si on procédait à quelque chose qui me semble vital en matière politique et qui était la hiérarchisation des urgences, la hiérarchisation des indignations et la hiérarchisation des désignations de l'ennemi, il me semblait qu'il y en avait un qui était plus menaçant que l'autre et que ce qui était en train de se passer sur le flanc sud de l'Europe et des pays de l'OTAN et qui était l'espèce d'expansion du pouvoir de l'État islamique me semblait quelque chose de plus menaçant pour l'équilibre mondial et l'équilibre de la civilisation européenne que ce qui se passait dans le Donbass. Je me suis simplement permis de dire ça, qu'il me semblait qu'il fallait mettre une menace devant l'autre. Ça n'était pas une défense de la politique poutinienne. Il y a une grande différence entre le fait de dire qu'il y a des menaces qui sont plus dangereuses que d'autres et le fait de penser qu'on est en train de faire la promotion des secondes par rapport aux premières. Voilà. Donc c'est tout ce que je me suis contenté de dire. Alors maintenant, pour répondre précisément à votre question sur ma fascination pour la Russie, je vois pas très bien comment on pourrait ne pas être fasciné pour la Russie. Vous avez prononcé le mot d'immensité, oui. Quand on est géographe, quand on aime la Terre, quand on aime le réel, quand on aime la cartographie et la topographie des choses, il est évident qu'un pays qui s'éploie sur 10 fuseaux horaires, surtout lorsque l'on vient d'un pays comme la France, qui est un pays extraordinaire, mais qui est un jardin, qui est un tout petit jardin, dont chaque mètre carré a été magnifiquement d'ailleurs anthropisé, labouré, cultivé et civilisé. Alors on est tout à fait fasciné par cette espèce d'immensité sauvage de la Russie. Et puis il y a cette population qui me semble étonnante parce que elle occupe cette place bizarre, assez originale entre la Russie et l'Asie. D'ailleurs, c'est probablement ce que chaque Russe ressent dans sa psyché profonde, qu'il appartient à l'Europe sans y appartenir. Et il y a cette espèce de sentiment de vivre hors d'un espace conforme à l'histoire, mais un espace qui lui appartient et qui fonde une singularité. Le Russe se trouve entre l'Asie et l'Europe, chargé par l'histoire et par le destin de traduire l'une à l'autre. Et cette position-là me semble très intéressante. Et puis, vous savez, on aimait aussi les affections. Les affections qui vous portent vers une géographie, elles viennent également des souvenirs que vous avez dans cette géographie. Et moi, il se trouve que j'ai beaucoup voyagé en Russie, j'ai beaucoup vécu avec les Russes, avec les Sibériens, notamment dans les steppes, dans les forêts, et j'ai eu des souvenirs merveilleux avec ces hommes qui m'ont paru être d'une grande simplicité, et j'aime la simplicité, et qui m'ont paru parfois être d'une sincérité, d'une sorte d'authenticité, et de, comment on appelle ça, vous savez, c'est quand on fait les choses comme ça d'une manière très rapide, sans passer par les filtres de l'étiquette. La spontanéité, voilà, c'est la spontanéité qui me plaît beaucoup chez les Russes. Alors voilà, bon, tout ça, je suis obligé de répondre très vite à cette question, donc forcément, je verse dans une espèce de psychologie des peuples qui ressemble davantage à une conversation de bistrot qu'à quelque chose de très intéressant. Mais puisque vous me posez des questions, bah, je vous réponds comme ça. Un mélange de géographie et de personnalité d'une population dont la place sur la carte est très étrange, qu'elle occupe entre l'Asie et l'Europe. Merci.